Une chaîne musicale entièrement dédiée à la musique classique et à ses artistes, c'est sur Radio-Canada Audio que ça se passe. Branchez-vous sur Ici Musique Classique. À écouter quand vous voulez, où vous voulez, sur l'appli Radio-Canada Audio. Nous sommes le lundi 15 décembre. Voici à la une. Bonjour, bon lundi. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle édition d'À la Une. Mathieu Bellumeur au microphone. J'en profite d'emblée pour remercier ma collègue Claude-Sophie Hennekens qui était là jeudi et vendredi de la semaine dernière. Oui, 15 décembre, dernière semaine pour plusieurs avant la pause des fêtes. C'est le cas pour À la Une. On va s'arrêter dans le temps des fêtes. Donc, on sera là avec vous jusqu'à vendredi. Donc, l'école aussi qui s'achève. Bien, les gens qui vont être en congé un peu plus tard cette semaine. Mais on sera là donc tous les matins pour vous accompagner. Pas mal de choses dans l'actualité en fin de semaine. Évidemment, ce qui retient encore beaucoup l'attention ce matin et qui retiendra l'attention pour la journée, c'est les suites de cet attentat en Australie, bien sûr, sur cette plage. Et on va y revenir avec mon collègue Jean-Philippe Robillard. Ça fait la une de tous les médias ce matin, encore une fois. Il y a eu une autre fusillade aussi. Vous en avez sûrement entendu parler en fin de semaine dans le Rhode Island, à l'université Brown. Un suspect qui avait été arrêté à la suite de cette attaque. Puis on a appris au cours des dernières heures que cette personne d'intérêt, c'est comme ça qu'on l'avait présenté, qui était détenu après la fusillade, qui a tué deux étudiants, qui en a blessé. 9 autres sera libéré. C'est ce que les responsables ont annoncé dimanche soir. Donc ça, c'est pour cette fusillade survenue aux États-Unis. Comme je vous le disais, Jean-Philippe va nous parler, lui, un peu plus tard à l'émission, de ce qui s'est passé en Australie. Et puis, je voulais également vous dire ce matin qu'on a eu les résultats de cette élection, le deuxième tour, dimanche au Chili. Et puis, les électeurs chiliens qui ont choisi finalement le leader d'extrême droite, José Antonio Cast, qui sera à la tête du pays. Il va devenir le président, donc le plus à droite depuis la fin de la dictature d'Augusto Pinochet. Il a remporté 58% des suffrages. Il faisait face à une adversaire communiste modérée. Donc ça aussi, c'est une nouvelle tombée hier soir. Autour de la table, déjà avec moi, les collaborateurs sont là. Julie, Jasmine, Olivier et Véronique. Bonjour à vous trois. Bonjour. Alors, Véronique, qui va faire un peu plus doux cette semaine, et c'est en raison de cette rivière atmosphérique qui a d'ailleurs apporté beaucoup de pluie dans l'ouest du pays, des inondations aussi par endroits. Et il y a d'autres pluies là-bas qui est attendues. Encore, oui, en début de semaine. Donc, 50 à 70 mm supplémentaires, ça pourrait aller jusqu'à 100 par endroit. On part de la côte ouest de la Colombie-Britannique. Donc, deuxième rivière atmosphérique en une semaine. Alors, ce sont les mêmes secteurs. Inondations, oui, mais on ajoute à ça des risques d'avalanche également en raison de la douceur, de la fonte des neiges. Donc, dans l'ouest, vraiment, là, encore des pluies assez importantes. Et quand on parle de cette douceur-là, elle va faire son petit bout de chemin et s'en venir tranquillement vers le Québec. Bon, pas accompagnée de cette rivière atmosphérique. C'est pas arrivé, là, ce matin, c'est froid. Je vous dirais qu'elle n'est pas encore rendue à nos portes. Moins 14 à moins 22 sur le sud du Québec ce matin. Mais effectivement, impulsion de douceur à venir cette semaine. On aura le temps de faire le tour de tout ça. Parfait. On vient avec les prévisions en détail de la météo. Julie Jasmine, de votre côté, vous allez nous parler d'André Gagnon, le pianiste. Ben exactement, parce qu'on célèbre les 50 ans de son album Neige, qui n'est pas un album de Noël. Des fois, non, pas du tout. Puis il y en a un qui est un album de Noël qui s'appelle tout simplement Noël. Je me suis dit, tiens, je vais vous faire un spécial André Gagnon ce matin. Pour ce qui est de Neige, je disais 50 ans, puis je disais que c'est je dirais l'album instrumental québécois qui a tout changé ici. Donc, on va écouter un peu de musique ensemble. On y revient parce que c'est quand même un album qui s'est retrouvé, d'abord qui était très vendu, Absolument. qui s'est retrouvé dans les palmarès Billboard américains, etc. Pour un album instrumental, c'est ici, pas ici, fait au Québec, c'est quand même pas... c'est assez exceptionnel, effectivement. Olivier, alors oui, le Canadien de Montréal qui a battu les Oilers d'Edmonton et Connor McDavid. Oui, qui ont été muselés par le Canadien de Montréal. Hier, les commentaires d'après-match laissaient entendre que c'était le meilleur match de la saison du Canadien
Canadien de Montréal, en tout cas pour certains, dont l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal, quand ces commentaires-là, normalement, viennent du monsieur qui est derrière le banc et qui gère l'équipe. C'est une bonne nouvelle. Ça a été effectivement un bon match pour le tricolore, une victoire de 4-1 contre Connor McDavid, Leon Draisaitl et les gros canons des Oilers d'Edmonton. Ce qui est intéressant aussi dans le match d'hier, c'est de regarder les marqueurs aussi. Oui, il y a eu parmi les marqueurs Nick Suzuki du premier trio. Il y a aussi Ivan Demidov qui fait partie quand même de ces dynamos offensifs du Canadien de Montréal. Mais Joe Veleno sur un revirement, justement, Connor McDavid qui lui a fait un beau cadeau devant la cage de son gardien qui a marqué dans le match d'hier. Et aussi Alexandre Texier qui est allé marquer son deuxième de la saison. Donc, une contribution collective pour ce qui est de l'apport offensif de l'équipe, mais aussi un travail défensif qui était bien meilleur que par les matchs précédents. Il faut parler, entre autres, de ce 5 contre 3 qui a été parfait pratiquement pour le Canadien de Montréal, qui n'a pas accordé de but, mais surtout très peu d'occasions. Et Jacob Dobèche qui s'est dressé dans le match d'hier. Ça aussi, c'est rassurant de voir un des gardiens qui devait être parmi les partants cette année, là, être capable de se dresser face à Connor McDavid et ses amis. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je vous invite à écouter les commentaires de Martin Saint-Louis, justement, là, qui y va de ce commentaire sur le match qu'il a vu hier de son équipe face aux Oilers. Du début à la fin, je pense que c'est notre meilleur match de la saison. Puis, je sais, il y a des petites erreurs, mais on était toujours là pour corriger les erreurs. Dobbs a joué une bonne game. À 5 contre 5, on ne leur a pas donné grand-chose. Tu avais un engagement. Puis, pour un entraîneur, ça fait plaisir. Martin Saint-Louis de bonne humeur. Si l'entraîneur est content, tout le monde est content. Donc, on reprend ça. Donc, demain, contre les Flyers de Philadelphie pour le prochain match du Canadien de Montréal. Espérons qu'ils pourront ramener ce type de jeu dans la rencontre de demain. Une autre belle sortie de l'équipe canadienne de patinage de vitesse en Norvège. Oui, l'équipe canadienne qui en a 15 maintenant des victoires depuis le début de la saison en 4 arrêts de la Coupe du Monde. C'était à Hamar, en Norvège, au cours du week-end. Il faut parler de cette médaille d'or de la poursuite par équipe chez les femmes, formée de Valérie Maltais, Isabelle Wideman et Ivani Blondin, qui sont championnes olympiques en titre et qui en imposent donc pour une première fois depuis le début de la saison. Il y a eu aussi une médaille de bronze d'Ivani Blondin au départ groupé chez les femmes. Donc, une belle sortie pour l'équipe canadienne. Une petite pause avant un dernier arrêt de la Coupe du Monde au retour de la pause des fêtes. Et puis, ce sera les Jeux olympiques. Donc, vraiment très encourageant. On a beaucoup parlé du patinage de vitesse courte piste, mais en longue piste aussi. Il y a des patineuses et des patineurs qui ont peut-être mis un moment avant de retrouver les bons succès. Quoi qu'il y en avait quand même certaines qui continuaient, dont Ivani Blondin, dont Valérie Maltais, d'aller amasser des médailles. Mais il y a Isabelle Wideman aussi qui se met en marche dans les épreuves de longue distance. Et ça, c'est rassurant pour l'équipe canadienne qui voudra bien faire au prochain jeu à Milan-Cortina. Qui approche à grands pas. Oui. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Alors oui, la douceur plus tard cette semaine, mais pour l'instant, ce matin, en sortant, c'est froid. Oh oui, c'est froid. Donc, on a dit autour de moins 14 à moins 20 sur le sud du Québec. Refroidissement éolien qui nous amène sous la barre des moins 20 ce matin. Quand même, quelques éclaircies possibles tôt ce matin, mais prédominance de nuages aujourd'hui. Donc, on ira avec une journée assez froide, moins 8, moins 11 au thermomètre. Ce sont les températures de mi-journée. On a ces vents d'ouest qui seront là, 20-40 km à l'heure. Ce qui est bien, c'est que le mercure va demeurer à peu près stable la nuit prochaine. Et demain, on gagnera quelques degrés. On parlera plutôt de moins 3 à moins 6. Il y en aura des éclaircies le matin, mais ensuite, encore les nuages là, qui vont se rebâtir assez rapidement. Les vents seront un petit peu plus légers demain. Et mercredi, là, on pourrait franchir le cap du point de congélation. On part de 0, 3 degrés. Oui, il y aura quelques précipitations avec ça, neige plutôt fondante. Ça pourrait laisser 1 centimètre ou 2 vers l'Estrie, les Laurentides en après-midi. Et il y a une autre poussée de douceur, celle-là vers la fin de la semaine, qui est un petit peu plus significative, qui pourrait être accompagnée de pluie aussi. On parle d'une dizaine de millimètres possible, mais attention, j'ai pas dit que ça allait être le dernier mot. Il y aura aussi un peu de neige au cours de la fin de semaine. Alors, on ne crie pas tout de suite. On l'attend dans le détour. Oui, on le veut blanc. Hein? Parce que c'est beau. On le veut-tu blanc? On le veut-tu blanc. On veut pas de brun. On veut surtout pas de glace pour aller jouer dehors. C'est surtout ça qu'on veut. Moi, ma patinoire est très, très belle. Là, puis ça serait parfait qu'elle reste comme ça dans le temps des fêtes. Bon, mais c'est un peu en pensant à vous que j'ai dit ne paniquez pas tout de suite. Il y a le mot pluie, mais il sera suivi du mot neige à venir au cours de la fin de semaine. D'ici là, des flocons du côté de l'Abitibi. Aujourd'hui, même chose pour l'Est du Québec, le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord. On y va avec un ciel plutôt nuageux. Flocons venteux ici et là. Moins 9 à moins 10 degrés. Il y a que sur la Côte-Nord où on aura quand même un ciel plus ensoleillé. Le maximum est de moins 11. Territoire ontarien, les nuages dominent. Les flocons sont présents. Ça laisse 1 centimètre
cm ou 2 par endroit. Température de l'ordre de -3 à -6. On a parlé de cette rivière atmosphérique pour l'ouest de la Colombie-Britannique. Alors, 50 à 70 mm de pluie encore pour Vancouver avec un maximum de 13. Et c'est la douceur dans les prairies. 5 à 11 degrés, Edmonton, Calgary aujourd'hui. Nuages et percées de soleil, variable vers Regina, près de 0. Et on est encore dans les températures froides pour le sud du Manitoba, sous un ciel plutôt nuageux, mais ça va se réchauffer demain. Aujourd'hui, le maximum, c'est -9 pour Winnipeg. Merci, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. À la une des différents quotidiens de ce matin, partout, c'est cet attentat à Sydney qui retient l'attention dans la presse. On titre 10 minutes de détonation et on revient sur le fil des événements, les impacts aussi dans certaines villes du monde, dans Montréal, à Toronto, plusieurs grandes villes où on a resserré la sécurité autour des synagogues. Chronique de Patrick Lagacé dans la presse de ce matin qui nous parle de cette vidéo, vous l'avez peut-être vue, d'un homme qui va retirer la carabine à un des assaillants. Il décrit en marge du massacre de Sydney, il y a cette vidéo pleine de lumière. Ce costaud bonhomme qui attaque à main nue un terroriste tirant du juif à l'arme longue et en lui sautant dans le dos, qui le désarme et qui le met en fuite. Il dit qui est ce Bruce Willis australien, Ahmed Al-Ahmed. Ça ne s'invente pas, écrit Patrick Lagacé. C'est un père de 2 enfants, marchand de fruits, musulman. Il écrit, vous avez donc un musulman qui désarme des terroristes islamistes venus faire un massacre antisémite, qui s'est pris aussi 2 balles dans la cohue. Il conclut sa chronique en disant, des fois surviennent dans l'actualité des épisodes qui ont le potentiel de nous réconcilier prudemment avec l'humanité. Celui de ce marchand de fruits, M. Al-Ahmed, en fait partie. Donc, évidemment, tous les détails dans les quotidiens ce matin, cette chronique de Patrick Lagacé également, qui porte le titre « La mondialisation de l'antisémitisme ». Sur le site de Radio-Canada aussi, on revient là-dessus. Et puis Jean-Philippe sera avec nous pour nous faire part des derniers événements. Mais il est question aussi, sous la plume de Daniel Boilly et de David Gentile, de résidences privées. 576 de ces résidences privées pour aînés qui sont toujours sans dispositif anti-fugue. Évidemment, on pense tout de suite et on verra les conclusions de l'enquête du coroner, parce qu'il y a une enquête du coroner, mais à cette aînée retrouvée à l'extérieur, probablement morte de froid à l'extérieur d'une résidence pour aînés à l'île Paton, à Laval. Et donc, Radio-Canada écrit que près de la moitié des RPA qui hébergent des personnes à risque d'errance n'ont pas encore installé de dispositif de sécurité pourtant prévu dans leur certification. C'est à lire, c'est en une aussi du site Internet de Radio-Canada. Le Journal de Montréal revient aussi sur l'Australie, mais nous parle aussi de cas non résolus, ces cold cases, comme on appelle dans le milieu policier, ces meurtres commis qui n'ont jamais été résolus. Il y en a près de 1800 au Québec depuis 60 ans de ces crimes, de ces meurtres qui n'ont jamais été résolus, si bien que les policiers doivent composer avec une triste réalité. Plus de la moitié de ces cas-là ne seront sans doute jamais résolus. Les dossiers ne font que s'accumuler. Après 3 ans, un cas de meurtre est transféré dans les départements non résolus. La Sûreté du Québec seulement, là, l'escouade qui s'attaque à ces crimes non résolus dénombre au moins 820 meurtres qui n'ont pas trouvé de conclusion. Le plus vieux remonte au début des années 60, mais là, évidemment, ça devient plus compliqué parce que plus le temps avance, plus des témoins, plus des gens qui auraient pu voir des choses vieillissent et ultimement meurent, et donc des dossiers restent sans réponse. Vous pourrez lire ça dans le Journal de Montréal de ce matin. Le Devoir qui nous parle, entre autres, à sa une, du volontariat qui attire les retraités, que ce soit une ferme biologique au Québec, un refuge animalier en Équateur ou un projet écologique au Portugal, des gens de 65 ans et plus qui partent donc pour aller donner un coup de main dans certaines régions du monde. On associe beaucoup ces voyages-là aux plus jeunes, aux 18 à 35 ans, mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est une participation croissante de familles, mais aussi de gens à la retraite qui décident de quitter en voyage pour aller donner un coup de main à l'étranger. C'est à lire dans Le Devoir de ce matin. Sinon, le Globe and Mail nous parle de ces survivants à la thalidomide qui font face à une bataille dégradante, disent-ils, pour accéder à des fonds libéraux. Le gouvernement canadien qui avait annoncé un programme de soutien à ces gens en 2014, comprenant un versement forfaitaire des pensions annuelles également pour que ces gens-là puissent recevoir des soins. En date de décembre, il y a 133 survivants qui
qui reçoivent de l'aide par l'entremise de ce programme, mais il y a un rapport qui indique que avoir l'accès à ces fonds, c'est stressant, c'est dégradant lorsque ces gens-là en font la demande, alors que l'âge et l'aggravation des problèmes de santé de ces gens-là augmentent. Il y a donc plusieurs Canadiens qui souffrent de handicap en raison de la thalidomide, des gens qui ont dû se débrouiller seuls presque pendant 50 ans. Donc, le Globe and Mail qui revient là-dessus aujourd'hui à sa une. Jean-Philippe Robillard se joint maintenant à nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Alors on va revenir, je le disais un peu plus tôt, sur ce qui s'est passé en Australie, où c'est jour de deuil aujourd'hui. L'heure est au recueillement après cet attentat qui a fait 15 morts, une quarantaine de blessés. C'est lors de la fête juive de Hanouka sur cette plage des citoyens qui continuent d'ailleurs de se recueillir, où le drame s'est joué. 2 assaillants, un père et son fils, ont ouvert le feu sur une foule. Quels sont les derniers développements depuis les dernières heures? Eh bien, on a appris que le père et le fils, Sajid et Naved Akram, avaient des liens avec le groupe État islamique. C'est ce qu'ont annoncé les policiers en Australie. Le père qui a été tué sur les lieux, Mathieu, il avait 50 ans et avait immigré en Australie en 1998, alors que son fils, Naved, qui est toujours en vie, mais gravement blessé à l'hôpital, lui, il est né en Australie, il avait 24 ans et il était connu des policiers parce qu'on le soupçonnait d'être lié justement à un membre du groupe État islamique. D'ailleurs, en 2019, il avait été arrêté et condamné pour avoir préparé un acte terroriste en Australie. Il y aurait aussi, semble-t-il, selon les policiers, 2 drapeaux du groupe État islamique qui ont été retrouvés dans leur voiture, de même que des engins explosifs. On écoute Éric Poulain, c'est un franco-ontarien qui vit en Australie. C'est un résident de Sydney, on l'écoute. Ce matin, en se réveillant, je voyais que la communauté entière, soit sur les réseaux sociaux ou même juste dans le parc ici, quand les gens se retrouvent à la plage, que l'atmosphère était très tendue. On voyait dans le visage des gens que personne n'était aussi souriant qu'habituellement. Quand on marche, il fait beau ici, c'est un beau soleil, on est à la plage, les gens sont souriants. Et ce matin, il y avait vraiment une grosse tension. Mais même parmi étrangers, on se regardait et on se saluait, mais c'était plus en solidarité qu'on voyait l'atmosphère ici. Donc, tout le monde est encore sous chaud. Ça s'est passé sur une des plages les plus célèbres d'Australie. Oui, c'est la plage de Bondi, c'est à Sydney, là, c'est une des plus populaires du pays. Donc, vous en avez un peu parlé tantôt. Les 2 hommes sont arrivés. Ils ont ouvert le feu à au moins 40 reprises pendant, imaginez, Mathieu, une dizaine de minutes. C'était le dimanche soir en Australie et ils ont tiré donc sur une foule qui célébrait la fête juive de Hanouka. Et c'est un passant, et ça c'est, je ne sais pas si vous aviez vu les images, mais si vous me permettez l'expression, c'est hallucinant. Donc, c'est un passant qui a vraiment mis fin à l'attaque, qui a désarmé un des 2 assaillants à main nue. Il l'a même tenu, il a pris son arme, il l'a même tenu en joue quelques secondes là, avant de déposer l'arme et de quitter. Et c'est après que les policiers ont pu rattraper les 2 hommes, là, le père et le fils. Comme je vous disais, le père, lui, bon, il est mort. Le fils, lui, toujours gravement blessé à l'hôpital. Alors, ce passant, qu'on peut qualifier ce matin sans se tromper de véritable héros, semble-t-il qu'il s'agirait d'un homme, un vendeur de fruits, dont les parents réfugiés là, viendraient d'arriver de Syrie. Le premier ministre australien a qualifié l'attaque de terroriste et d'antisémite. On écoute un court extrait. An attack on Jewish Australians is an attack on every Australian. D'autres réactions, il y en a eu un peu partout dans le monde, au Canada où la classe politique a condamné l'attaque, dont notamment le premier ministre Mark Carney. Je voudrais souligner que le peuple canadien se tienne à côté de la communauté juive des victimes de ce attentat horrible et antisémitique. Il y a également le chef conservateur Pierre Poilievre qui a condamné l'attaque. Oui, on a vu de la sécurité davantage. Qui est augmentée effectivement Toronto, autour des synagogues, effectivement. Merci beaucoup Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée.
Julie Jasmine est de retour en studio. Oui, c'est une nouvelle qui est tombée au cours des dernières heures et tard hier soir, c'est un réalisateur hollywoodien, Rob Reiner, lui et sa femme qui ont été retrouvés sans vie à l'intérieur de leur domicile, Julie Jasmine. Oui, c'est ça. Rob Reiner, 78 ans, sa femme Michelle, 68 ans, sans vie dans leur domicile en Californie. Une enquête policière qui est en cours et ce matin, Le Monde rapporte que c'est une enquête pour homicide. Et plusieurs Américains aussi ont rapporté durant les dernières heures qu'ils auraient été poignardés, qu'il n'y aurait aucun signe d'entrée par effraction dans leur maison. Alors, évidemment, l'enquête va suivre son cours. Rob Reiner, c'est un réalisateur prolifique qui a une feuille de route hyper impressionnante. Spinal Tap fait partie de ses grands premiers films. Aussi, When Harry Met Sally ou encore Misery. Et en plus d'être réalisateur, il était producteur, scénariste, militant politique et acteur. Vous l'avez peut-être récemment vu dans la série de Bear, là, série très, très appréciée dans le moment. Donc, enquête en cours sur le décès de Rob Reiner et de sa conjointe. Parlons, et ce dont on parlait au début de l'émission, c'est ça, c'est l'album Neige d'André Gagnon. 50 ans pour cet album. 50 ans, un jalon de la musique québécoise, mais je dirais un jalon de la musique instrumentale, et ce, à l'échelle planétaire. Ouais, hyper entraînant, hyper connu. On reconnaît tout de suite les notes. C'est incroyable. Puis la semaine passée, je me suis plongée dans les archives, puis le voir aller, André Gagnon, là-dessus, là, c'était tellement impressionnant. Alors, on disait grand succès. 24 semaines au classement des 10 meilleurs vendeurs du Billboard américain. Ça, c'est disco, c'est wow, bien sûr, mais il y a ta samba. Il y a un peu de folklore aussi là-dedans, dans Petit concerto pour carignan et orchestre. Alors, un véritable voyage. Et d'ailleurs, pour célébrer les 50 ans, la Maison Audiogramme en fait une nouvelle version vinyle avec livret, photos inédites, notes personnelles du musicien et évidemment un remastering complet pour aller chercher un son quasi... La technologie le permet, donc c'est encore meilleur. Exactement. Et cette fin de semaine, on le portait sur scène. C'est l'Orchestre métropolitain qui le faisait à la Maison Symphonique. C'est Julie Lamontagne, que vous connaissez bien peut-être parce qu'elle est à Bonsoir, Bonsoir derrière son clavier. Et elle a dit, moi, je l'ai rencontré qu'une seule fois et je m'en suis voulu de ne pas lui proposer d'aller prendre un café. Et elle va vous expliquer en quoi ce disque-là, Neige, bien sûr, est un grand disque, mais surtout son créateur. Un homme brillant, un homme qui avait beaucoup d'humour aussi, autant dans sa musique que dans la vie. On l'entend sur l'album Neige. Je trouve que sa musique regroupe tout ça dans son truc, dans son entièreté, dans son truc. Ses influences sont tellement larges, on entend ses influences classiques. Puis il y a toujours une touche qui est très populaire dans le sens positif du truc qui vient chercher les gens, qui vient chercher monsieur, madame, tout le monde. Donc, et ça fait bien sûr cette œuvre-là des héritiers d'André Gagnon. Donc, tout ce qui est la mouvance classique, néoclassique aujourd'hui, c'est grâce à lui. Puis je vous rappelle bien sûr qu'André Gagnon nous a quittés il y a 5 ans. Donc, Et pour le célébrer, pourquoi pas, puisqu'on est dans votre calendrier de l'Avent des chansons de Noël, il vous en reste encore 4 à trouver parce que vous finissez jeudi. Vous nous proposez justement du André Gagnon ce matin. Oui, un album Noël, il s'appelle, ça c'est son nom. Il est paru en 1992 et je dirais que c'est l'un des plus beaux disques du temps des fêtes. Moi, d'ordinaire, le petit Papa Noël, c'est pas ma préférée. Je vois un enfant criard trop haut perché. Je sais pas si vous l'entendez comme moi. Alors, cette version m'a littéralement réconciliée, bien sûr, avec Petit Papa Noël parce que cette chanson-là lui dit qu'il en a fait une œuvre très, très chic. Et elle se retrouve sur ce disque, ce magnifique disque de 13 pièces qui s'appelle Noël. Et on va se laisser là-dessus. Julie Jasmine, merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Une chaîne musicale entièrement dédiée à la musique classique et à ses artistes, c'est sur Radio-Canada Audio que ça se passe. Branchez-vous sur Ici Musique Classique. À écouter quand vous voulez, où vous voulez, sur l'appli Radio-Canada Audio.